Bonjour et bien retrouvé. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, donc, on reprend notre cours d'histoire de la langue et on commence à aborder le XVIIe siècle. XVIIe siècle qui est peut-être le dernier grand siècle de l'évolution linguistique, un des siècles les plus importants du point de vue de la constitution de ce qu'on appelle le français moderne. Finalement, ce n'est pas un siècle d'énormes changements d'un point de vue phonétique ou orthographique, même s'il y a une modernisation, mais c'est surtout un siècle très important à cause de l'effort normatif, c'est-à-dire de constitution d'une langue rationnelle, de la constitution d'un fond grammatical, d'une simplification, d'une normalisation et d'une rationalisation de la langue française. Et c'est aussi un siècle très important pour les discussions théoriques qui ont lieu pendant ces siècles à propos de l'art poétique et ce qui a évidemment une conséquence importante sur l'activité des auteurs littéraires et sur leur liberté d'expression, puisque le XVIIe siècle est vraiment un siècle dans lequel la critique devient fondamentale et d'une certaine manière s'impose aussi sur une certaine liberté d'expression, comme on verra dans cette séance et dans la séance suivante. Pour commencer le cours de cette semaine, évidemment, on va introduire un cadre, en quelque sorte historique, un cadre complet de tous les événements fondamentaux qui déterminent l'évolution linguistique, et pas seulement l'évolution linguistique, pendant le XVIIe siècle. Donc, on peut dire, pour commencer, que la phase entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle est une période très difficile pour la France et pour l'Europe en général, je dirais. C'est un moment de crise sur tous les fronts, pratiquement. C'est un moment de grande épidémie qui ravage le continent en général. C'est une période de crise économique, de crise politique et de crise religieuse. En particulier, on assiste à ce moment à une diffusion de la réforme qui commence à prendre pied également en France, qui en principe était resté jusqu'à un certain moment catholique et qui n'avait pas subi une influence importante du point de vue de la réforme. Or, la diffusion de la réforme sur le territoire français implique et comporte des guerres de religion, d'ailleurs, qu'on voit un peu partout dans l'Europe. La crise est mise en évidence en particulier par la révolte des Huguenots, qui comporte aussi un côté politique, dans le sens que, à côté des implications religieuses de l'assumption de la réforme de la part des Huguenots, il y a aussi une mise en discussion de la monarchie qui aura des conséquences très importantes dans l'histoire de la France de cette période. On arrive à l'édit de Nantes, donc à ce moment, à la toute fin du XVIe siècle, qui apporte une certaine pacification dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine des guerres de religion et de la discussion entre protestants et catholiques à l'intérieur de la France. C'est l'initiative du roi Henri IV qui vise une certaine tolérance, donc qui prévoit une certaine tolérance. Après, évidemment, les discussions ne seront pas terminées avec l'édit de Nantes, mais c'est un moment, disons, de reprise et de pacification. Cela dit, toute la violence, toute la crise énorme qui a caractérisé les dernières décennies du XVIe siècle et les premières décennies du XVIIe siècle ont comporté, ont amené, si vous voulez,
un recul de l'état de l'éducation, de la diffusion de l'éducation et de la conscience linguistique. C'est-à-dire qu'on remarque que certaines conquêtes d'un point de vue linguistique qu'on avait déjà opérées au milieu du XVIe siècle sont à peu près oubliées. On revient en arrière aussi du point de vue de la conscience normative du français. On avait commencé à aborder la question orthographique, si vous vous souvenez. Or, on a un retour en arrière aussi du point de vue de l'orthographie. À la fin de cette crise, la France sort de la crise à travers comment dire, la constitution d'un nouveau modèle de monarchie, ce qu'on appelle l'absolutisme dans cette période, qui va se révéler pour la France un moment de grande importance, de grande expansion, et qui l'amènera jusqu'à une position, comment dire, de domination à l'intérieur des puissances européennes. La période du roi Louis XIII est caractérisée surtout par l'activité diplomatique, mais aussi politique en général du cardinal Richelieu, est caractérisée par une guerre très importante comme la guerre des 30 ans, et donc la rivalité avec l'autre puissance montante du XVIIe siècle, qui est l'Espagne, et aussi la rivalité avec l'Empire germanique. C'est justement sous le règne de Louis XIII et grâce à l'activité de Richelieu qui commence à se construire cette idée d'une monarchie absolue, de l'importance d'un point de référence monarchique total, je dirais, qui domine toute la société de la deuxième moitié en particulier du XVIIe siècle. On arrive en fait à une nouvelle pacification, une nouvelle composition des conflits qui ont caractérisé la première moitié du XVIIe siècle avec la paix de Westphalie, qui consacre justement la France en tant que puissance dominante en Europe. Et à cela, donc à la période de Louis XIII et du cardinal Richelieu, fait suite le règne de Louis XIV, qui est un siècle très important, de grande splendeur d'un point de vue culturel pour la France. Encore une fois, la guide diplomatique et politique, pour ainsi dire, du roi est un cardinal de l'Église catholique, c'est-à-dire le cardinal Mazarin, mais c'est surtout l'époque de l'imposition de ce qu'on appelle aujourd'hui le classicisme, c'est-à-dire une conception de langue et de littérature qui devient rapidement classique et qui est caractérisée par des grands écrivains tels que Corneille, Racine et Molière, pour en évoquer juste les plus importants, et ceux qui se sont en particulier consacrés à la dimension théâtrale. Dimension théâtrale qui est très importante au XVIIe siècle à cause en particulier de la redécouverte, si vous voulez, de la poétique d'Aristote et la nouvelle discussion entreprise sur la question des unités aristotéliques qui concerne donc les représentations théâtrales, mais on reviendra sur ça par la suite dans une autre fiche. Donc on peut passer maintenant on peut entrer, si vous voulez, dans les détails du XVIIe siècle, et en particulier sur ce qui caractérise le mieux, d'un point de vue linguistique, le siècle qu'on est en train d'aborder, et c'est-à-dire la tentative de rationalisation et de réglementation de la langue opérée par certains personnages tels que Malherbe,
par exemple. Or, Malherbe est le poète officiel du roi Henri IV, et déjà cette notion de poète officiel, entre guillemets, est très importante, il faut la souligner. Pendant le Moyen Âge, on n'a jamais eu des poètes officiels. C'était une époque, évidemment, dans laquelle les cours étaient très importants pour le soutien de la littérature et des arts, etc. Mais en même temps, il n'y a jamais eu cette idée d'un poète officiel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un poète officiel? Ce serait très long à expliquer maintenant, mais c'est en tout cas le porte-voix, pour ainsi dire, des actions du roi. C'est celui qui doit célébrer et exalter l'activité du roi. Mais Malherbe revêt aussi une importance particulière pour l'histoire de la langue. Euh, Malherbe en soi est un poète assez médiocre, disons, c'est-à-dire qu'on ne se souvient pas tellement de l'auteur Malherbe, mais est un critique très important, un critique féroce, pour ainsi dire, de l'usage et de la langue littéraire de son époque et de l'époque précédente. Et il peut profiter, pour ainsi dire, de la nouvelle position dominante de l'office de poète officiel et en particulier de la naissance, pour ainsi dire, d'une volonté d'imposition, de normalisation linguistique appuyée et soutenue par le pouvoir politique pour exercer son rôle de critique avec une tendance vers la rationalisation et la réglementation de la langue. Évidemment, en faisant payer, pour ainsi dire, les conséquences à la langue littéraire de l'époque qui est passée au crible et certains auteurs, même très importants, sont fortement critiqués par Malherbe. Donc, c'est une attitude typique de ce siècle, donc l'idée de commencer à mettre de l'ordre dans la langue française d'un point de vue grammatical, d'un point de vue lexical, d'un point de vue de la normes de fondation de la langue littéraire, de la langue officielle. Et pour ce faire, Malherbe commence à, comment dire, à critiquer la langue littéraire des auteurs dès son époque et des décennies précédentes pour faire une sorte de synthèse, une sorte de simplification de la langue en fonction de la naissance d'une langue véritablement unique et officielle. Donc, les premiers cibles, pour ainsi dire, de la critique de Malherbe, ce sont les représentants de la Pléiade, bien entendu. Et en particulier, l'attitude très rationnelle, l'idée linguistique très rationnelle de Malherbe va contre un certain maniérisme, un certain abus de la rhétorique, une certaine écriture baroque qui était typique du mouvement de la Pléiade. En fait, le mouvement de la Pléiade s'appuyait sur un modèle latinisant, on l'a bien vu dans les séances précédentes, un modèle qui avait été relancé à l'époque humaniste par la nouvelle découverte des classiques latins. Le modèle humaniste du XVIe siècle, typique du XVIe siècle, et donc le modèle fondé sur la syntaxe très complexe aussi du latin classique, est remplacé par l'idée d'usage. C'est ça l'idée très importante qui s'impose au XVIIe siècle. L'usage de la langue de la part de la cour, mais aussi un usage fondé sur la logique. Donc la formulation, pour ainsi dire, la définition la plus claire de l'attitude critique de Malherbe est mesure et bienséance. Donc c'est d'un côté une imposition rationnelle qui se fonde sur la mesure, mais de l'autre côté sur quelque chose de
fondée sur la langue de la cour en particulier, et donc sur une conception aristocratique et élevée du fondement linguistique. Mais attention, parce que la base, ce soit la langue de la cour, cela ne signifie pas que toutes les modes linguistiques de la cour soient acceptées. En fait, l'idée logique et rationnelle d'un usage commun doit prévaloir, d'après Malherbe, même sur la langue utilisée par le roi. Et donc, parfois, dans certains cas, la critique de Malherbe se porte aussi sur certains formules ou caractéristiques de la langue du roi et de la cour. Donc, en fait, il s'agit d'un équilibre assez difficile, une voie médiane, une voie moyenne, pour ainsi dire, entre une langue commune qui soit trop basse et trop populaire et une langue élevée et fondée sur la cour, mais qui ne doit pas retenir toute les habitudes les plus bizarres, pour ainsi dire, de l'usage de la cour. Alors, comme je vous ai dit, Malherbe exerce sa critique surtout sur les poètes de la Pléiade. Il faut dire que il est très important de remarquer ça. Euh, Malherbe n'a jamais écrit des ouvrages critiques, euh, comment dire, officiels. Sa critique se porte sur des annotations en particulier, des annotations marginales écrites sur des volumes des auteurs de la Pléiade. On sait que, par exemple, Malherbe a annoté un volume des œuvres de Ronsard et un volume des œuvres de Desportes. Or, le volume de Ronsard, malheureusement, il a été perdu. Donc, ça aurait été très important de voir les annotations de Malherbe sur Ronsard, mais malheureusement, on ne l'a plus. On a par contre, et c'est l'image que vous voyez affichée, on a par contre le volume de Desportes avec les annotations de Malherbe, dans lequel on remarque très clairement que la critique linguistique de Malherbe se porte en particulier sur un choix de lisibilité immédiate et de formulation spontanée. C'est-à-dire, il faut éviter toute involution rhétorique et métaphorique de la langue, et il faut par contre se fonder sur une expression plus, plus logique, plus rationnelle, plus lisible immédiatement, et plus proche de l'expression spontanée. Cela, évidemment, sans revenir sur une langue trop basse et trop populaire, bien sûr. Alors, je disais que Malherbe n'a jamais écrit d'ouvrages critiques et théoriques et doctrinaux officiels. C'est même très bizarre de remarquer à quel point Malherbe a exercé une influence fondamentale dans l'histoire de la langue du XVIIe siècle sans avoir jamais pris une position théorique clair d'un point de vue d'une publication officielle. Cela vous donne le poids, évidemment, de la position qui Malherbe avait su conquérir grâce aussi au soutien, évidemment, du roi et de ses collaborateurs. Sur quoi se fonde donc, quelle est l'idée de base de cette rationalisation et normalisation de la langue? Il s'agit tout d'abord d'une sélection et d'une réduction du lexique poétique, c'est-à-dire il ne faut pas utiliser ce lexique très pompeux, très imaginatif, pour ainsi dire, qui était le lexique typique de la Pléiade. Il faut sélectionner dans la production poétique euh, un lexique plus fondamental et plus clair. En fait, les idées guides
de la critique de Malherbe, ce sont la pureté de la langue et la clarté. On essaiera de voir dans l'analyse des textes de quoi il s'agit exactement. Tout ce on peut dire pour l'instant, c'est que Malherbe, avec ses observations, avec ses annotations, avec son influence très importante, a été, pour ainsi dire, le premier grammairien de France, même s'il n'a jamais écrit une véritable grammaire de la langue française. C'est un grammairien qui n'avait pas une position théorique, comment dire, très fondée, très claire, mais qui se fondait sur son goût personnel. Donc, il est parvenu à imposer une norme linguistique fondée sur l'équilibre de son goût personnel, ce qui en tout cas a permis à la langue française, grâce aussi, encore une fois, je le répète, à l'action du pouvoir, au soutien que la réforme Malherbienne a reçu de la part du pouvoir, on est au courant du XVIIe siècle, on est finalement arrivé, la langue française est finalement parvenue à s'affranchir de son complexe d'infériorité par rapport au latin et à se doter d'une structure beaucoup plus claire et beaucoup plus efficace qui lui permet de s'imposer à tous les niveaux de l'expression dans le territoire français, mais aussi à l'extérieur et à l'étranger. Donc, euh, on peut passer à la fiche suivante. Euh, Malherbe, comme je vous disais, euh, en fait, n'a pas écrit des traités de grammaire ou de linguistique, etc., mais a eu une influence fondamentale et surtout a eu des disciples, des personnes qui ont essayé d'imposer, pour ainsi dire, ces idées théoriques. Alors là, on peut se rappeler par exemple de cette phrase qui est très très connue, un fin malherbe vint, qui est une phrase qu'on trouve dans l'art poétique de Nicolas Boileau, un de ses disciples, de ses, comment dire, euh, successeur de Malherbe. Et donc, euh, les idées de censure et les fondements de symétrie, de symétrisation de la langue contre les excès rhétoriques de la Pléiade et du maniérisme trouvent des disciples, bien entendu, qui relancent et essayent d'appliquer les idées de Malherbe. Euh, donc ces disciples et des véritables théoriciens de la langue s'efforcent de appliquer et de relancer les idées exprimées par Malherbe. Et cela, les idées de Malherbe acquièrent une influence très importante sur ce qu'on appelle les théoriciens du classicisme. Lisons ensemble cet extrait de la poétique de Boileau. Un fin Malherbe vint, et le premier en France fit sentir dans les vers une juste cadence. Vous voyez, c'était d'équilibre. D'un mot mis en sa place, enseigna le pouvoir et réduisit la muse aux règles du devoir. Pas très importante parce que vous voyez que il y a en tout cas un aspect de réduction de la liberté, de contrainte, pour ainsi dire, euh, d'une purification de la langue qui n'est pas seulement une purification d'un point de vue qualitatif, est aussi une purification d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire que on passe au crible le lexique et on essaie d'éliminer des formes qui sont retenues comme des formes qui ne sont pas euh, dignes de représenter la langue française. Et par ce sage écrivain, la langue réparée n'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée. Voilà la phrase complète de Boileau dans son art poétique. Alors,
Évidemment, cette attitude s'exprime et se manifeste dans plusieurs tentatives de censure et de réglementation de la langue littéraire. C'est-à-dire que tous les écrivains de l'époque devaient soumettre, pour ainsi dire, leurs ouvrages, leurs efforts littéraires à une censure de la part des organisateurs de la langue, de la pureté de la langue. Or, c'est une censure qui n'est pas imposée, mais qui a tout de même un poids très important parce que l'autorité, justement, de Malherbe et de ses disciples était devenue une autorité reconnue qui ne laissait pas passer euh, les, les expressions, disons, qui déplaisaient à cette nouvelle mode, cette nouvelle tentative de réglementation de la langue. Alors en fait, cette volonté d'unification et de centralisation du pouvoir, c'est-à-dire les bases, ce qu'on a dit dans la première fiche historique, les bases posées de la nouvelle figure du roi absolu, donc d'un pouvoir absolu parfaitement centralisé, se sert aussi de cette idée d'une langue commune et d'une langue bien établie et bien rationalisée et réglementée. C'est la raison peut-être aussi pour laquelle l'influence de ces premiers grammairiens et de ces premiers organisateurs de la langue a été si importante et si riche en conséquences, pour ainsi dire. En tout cas, cette attitude de, pour ainsi dire, censure et réglementation, cette attitude de vérifier et d'entrer dans les ateliers littéraires pour dire ce qu'on peut écrire et ce qu'on ne peut pas écrire, a suscité des réactions, bien entendu, des réactions dues à des phénomènes historiques, bien sûr, d'un côté, parce que la Pléiade, le courant de la Pléiade était un courant qui était très important pour l'histoire de la littérature française et donc certains écrivains n'acceptaient pas cette sorte de profanation de la Pléiade opérée par des personnages tels que Malherbe. Et de l'autre côté, parce que ces personnages, les auteurs littéraires qui suivaient les fondements, pour ainsi dire, de la Pléiade et de ses appartenants, se sentaient aussi limités dans leur liberté créatrice. Alors, on peut évoquer, par exemple, parmi les personnages qui ont réagi à la profanation de la Pléiade, Mathurin Régnier, et surtout Marie de Gournay. Nous avons déjà parlé, si vous vous souvenez, de Marie de Gournay. Il s'agit d'une des disciples, pour ainsi dire, de Montaigne, d'une personne qui était très liée à Montaigne, et c'est bien celle qui a établi l'édition posthume des œuvres de Montaigne, qui a publié donc l'édition posthume des œuvres de Montaigne dont on a parlé dans la dernière séance. Or, quelle est la nature de cette réaction? C'est une réaction qui se pose en défense de la créativité littéraire, justement, donc d'un côté d'une liberté qui est la liberté de l'auteur littéraire, mais de l'autre côté qui défend aussi les conceptions typiques de la Pléiade, c'est-à-dire l'esthétique de la redondance, euh, l'emploi des métaphores très riches, et toute cette attitude qui était typique et qui caractérisait la Pléiade en essayant de les défendre contre les excès du purisme qui prétendait de simplifier énormément la langue et aussi l'expression littéraire. Alors, lisons par exemple une phrase de Marie de Gournay qui est très intéressante de ce point de vue. Leur but, enfin, et le fruit de leur exception, c'est d'arracher d'une langue, il parle justement des grammairiens euh, qui
avaient beaucoup d'autorité au XVIIe siècle. Donc leur but et le fruit de leur exception, c'est d'arracher d'une langue, comme ils font ailleurs de la poésie, autant qu'ils peuvent, l'abondance, la générosité, le génie et l'espoir d'enrichissement. L'innovation et l'augmentation restent nécessaires pour notre François. La simplicité ou la pureté ne sont qu'une partie de la perfection d'une langue. Donc, comme nous pouvons voir, Marie de Gournay exalte et prend la défense, disons, d'une certaine attitude d'abondance poétique, de génie poétique, d'enrichissement, d'innovation et d'augmentation aussi de la langue et de l'expression rhétorique. Parce que, elle dit, elle ne repousse pas entièrement la tentative d'une réduction à simplicité et pureté de la langue, mais elle dit qu'il ne s'agit que d'une partie de la perfection d'une langue, en critiquant ainsi la réduction de toute expression littéraire à la question de la simplicité et de la pureté de la langue. Donc, Marie de Gournay et d'autres personnages qui s'opposent à la censure et au purisme malherbien, comment dire, soutiennent la culture de la Pléiade, en particulier pour ses emplois rhétoriques et pour ses emplois des métaphores. Et la question des métaphores restera très importante et très vivante dans la discussion critique du XVIIe siècle. Et de l'autre côté, ils essayent de réagir à une standardisation linguistique qui, par contre, est en train de s'imposer grâce à l'influence des disciples de Malherbe en particulier. Alors, en soi, les idées de Marie de Gournay et d'autres personnages qui critiquent le purisme malherbien résulteront perdantes dans l'immédiat. C'est-à-dire que le XVIIe siècle verra en tout cas le triomphe de cette nouvelle idée d'une langue pure, rationnelle et simplifiée, ce qui fera d'un côté aussi la fortune du français, parce que c'est sur cette base rationnelle qu'il pourra s'implanter ensuite une nouvelle richesse de la langue. Mais cette idée d'exaltation de l'abondance, de la rhétorique des métaphores, seront reprises dans l'époque romantique. Donc, même si en ce moment, au plein milieu du XVIIe siècle, ce sont des idées qui résultent perdantes, elles auront une deuxième vie au XIXe siècle et à l'époque du romantisme. Alors, avant de terminer cette fiche, nous ne pouvons pas nous empêcher d'évoquer un autre personnage dont nous ne lirons rien pratiquement. J'ai choisi de ne pas lire des extraits, des passages de cet auteur, mais c'est tout de même un auteur important, Guy de Balzac, parce que c'est le représentant d'un nouveau formalisme, de quelqu'un qui pousse les idées de Malherbe jusqu'à l'obsession du détail et surtout qui applique à la prose la même attention critique de simplification, de réduction à une élégance, à une pureté. Donc, Guy de Balzac applique à la prose et en particulier à ses lettres, c'est l'œuvre pour laquelle il est connu, ses lettres, cette attitude en devenant, d'une certaine manière, en réalisant, pour ainsi dire, une réforme de la prose qui est analogue à celle qui a été opérée par Malherbe dans la poésie. Les lettres de Guy de Balzac, qui ont été publiées entre 1618 et 1627, deviendront un véritable point de départ pour un point de référence pour la prose classique. Finalement, donc, on assiste pendant tout ce siècle à une série de polémiques littéraires entre l'attitude ainsi dite normative
des grammairiens qui arrivent jusqu'à la censure des grands auteurs du XVIe siècle, et de l'autre côté, les revendications libertaires de ce qu'on appelle les poètes, et donc des auteurs littéraires qui revendiquent justement une liberté d'employer la langue de la manière la plus efficace pour leur expression littéraire. Évidemment, on ne peut pas réduire euh, tout le XVIIe siècle à un conflit entre les grammairiens et les poètes. La tendance puriste, qui est pourtant la tendance la plus importante du XVIIe siècle, ne sera pas la seule expression euh, de ces siècles. On peut trouver d'autres tendances alternatives dans l'expression linguistique et dans l'expression littéraire, et en particulier, on peut voir que pendant que se réalise la ainsi dite réforme Malherbian, se développent aussi deux courants littéraires alternatifs. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle le burlesque et la préciosité. Le premier courant, le courant du burlesque, est représenté par un certain nombre d'auteurs, dont on peut rappeler par exemple Charles Sorel et Cyrano de Bergerac. Je me concentrerai surtout sur le premier, sur Sorel, qui est l'auteur d'un ouvrage qui a eu un grand succès, tel que l'histoire comique de Francion. C'est donc un courant littéraire qui euh, exalte plutôt la dimension euh, comique pour ce qui est de Sorel et plutôt fantastique par contre du côté de Cyrano de Bergerac, de l'expression littéraire et de l'expression linguistique. Euh, la littérature n'est pas que du sérieux, mais on peut justement arriver jusqu'à une expression qui puisse tenir compte d'une langue plus basse qui arrive, en fait, jusqu'au niveau le plus trivial. En fait, ce qu'on remarque dans les œuvres, dans certaines œuvres de Charles Sorel, c'est un détachement euh, de la dictature, du réalisme et du sérieux pour commencer à jouer avec les mots, y compris le niveau le plus régional et les néologismes. La question qui pourrait être la base de l'opération de Sorel est la suivante. Mais la langue commune peut aussi être une langue basse ou doit être nécessairement considérée seulement la langue de l'aristocratie. Et pour les effets comiques que Charles Sorel veut introduire dans son ouvrage, évidemment, l'aspect de la langue basse, de la langue populaire est fondamental. Or, l'histoire comique de Francion est un ouvrage qui, d'une certaine manière, euh, met en ridicule l'épopée de Ronsard. Donc il y a un côté de réaction aussi à la politique de la Pléiade. Ronsard qui avait fondé l'épopée de la nation France sur le personnage justement de Francion dans sa Franciade, et opération qui est justement euh, regardée d'un point de vue comique et satirique dans l'ouvrage de Sorel, ouvrage évidemment qui ressent de l'influence d'auteurs tels que Cervantes en Espagne, qui fait en quelque sorte la même opération avec son ouvrage principal, Don Quichotte, bien entendu. Mais c'est en tout cas en courant, celui représenté par Sorel, qui nous montre un autre aspect qui est différent, un aspect différent de l'imposition d'une normalisation linguistique telle que celle opérée par le purisme malherbien. Il faut d'ailleurs ajouter finalement, enfin on peut lire aussi cette phrase, que Sorel n'a pas été seulement un auteur comique, mais de l'autre côté, il a voulu aussi être connu pour son côté érudit. Il a écrit aussi des ouvrages théoriques, des ouvrages de doctrine, de critique littéraire, comme tout le monde pratiquement du XVIIe siècle, dans lesquels il exprime une vision poétique, une vision linguistique qui n'est pas si éloignée
de celle de Malherbe finalement. Lisons par exemple cette phrase tirée d'un ouvrage critique publié en 1671. Leur excellence consiste dans la force des raisons, non pas dans leur nombre. Leur langage naturel, qui paraît simple aux esprits vulgaires, est plus difficile à observer que ces langages enflés dont la plupart du monde fait tant d'estime. Donc, il exalte ce qu'il appelle un langage naïf et naturel, qui est le contraire de ce langage pompeux, enflé, rhétorique, qui était par contre typique de l'époque de la Pléiade, mais c'est une langue qui Sorel met au service que Sorel met au service d'une littérature, comme je disais, euh, comique, et dans lequel ce style naturel se sert aussi de mots tirés du langage du peuple, du langage régional. Évidemment, l'emploi de ce type de mots suscite la réaction moraliste des Malherbiens, et là, il est intéressant de donner quelques exemples. L'exemple de certains mots, par exemple, parce qu'on arrive à des proscriptions, à des véritables censures, hein, et dans lesquelles les Malherbiens disent qu'il ne faut plus utiliser certains mots. Par exemple, un des mots qui était proscrit est le passé simple vie, parce que c'est un mot qui se prononce de la même manière qu'une des manières traditionnelles et populaires d'indiquer le sexe masculin, par exemple. Ou alors le mot cloche, qui était devenu un emploi métaphorique, un mot qui définissait les testicules, est proscrit et il fallait le remplacer par airain, qui est donc un mot franchement très, très cultivé et pas du tout populaire ou expressif, etc. Mais voilà, cela, c'est pour vous dire, vous donner quelques exemples de cette attitude puriste qui arrive vraiment jusqu'à la proscription de certains mots qui doivent être remplacés par d'autres. Alors on termine cette introduction du XVIIe siècle avec deux mots sur l'autre courant dont on a parlé, c'est-à-dire le mouvement précieux, un mouvement qui a l'intention de réagir à la vulgarité de la langue de la cour, à travers l'établissement d'un code de communication très, pour ainsi dire, euh, très expressif et en même temps pas tout à fait direct, mais qui se sert de tours, de détours linguistiques pour exprimer certaines idées. Or, il faut dire en tout cas que le mouvement précieux n'est pas un véritable courant littéraire, mais plutôt une tendance aristocratique qui se développe dans les salons littéraires. Or, on peut identifier comme le point de départ de cette attitude précieuse le salon littéraire inauguré par une dame de la haute aristocratie telle que Catherine Vivonne de Rambouillet. Salon inauguré au 1615 et qui est devenu très à la mode au point d'être relancé par d'autres dames de l'aristocratie dans d'autres villes et dans d'autres situations. En fait, la, le, la définition que nous connaissons aujourd'hui de préciosité, de mouvement précieux, est due à une caricature opérée par Molière dans une de ses pièces théâtrales, justement appelée Les Précieuses ridicules. Donc, ce qu'on définit aujourd'hui le courant précieux est surtout subit les conséquences du côté négatif de cette caricature opérée par Molière qui ne correspond pas à un véritable courant littéraire. Je vous rappelle en tout cas que le salon le plus reconnu et celui qui a exercé le plus d'influence a été celui de Madeleine de Scudéry, dont vous voyez l'image affichée. Et Madeleine de Scudéry, qui était aussi la plus reconnue
des autrices, des auteurs littéraires parmi ceux qu'on regroupe dans, disons, ce courant précis. Donc, euh, je le répète, c'est une tendance aristocratique de créer une sorte de langage pour initier, pour exprimer les choses avec une certaine élégance, avec des détours, pas tout à fait de manière directe, mais on verra cette attitude réalisée en particulier lorsqu'on présentera les aspects textuels. Voilà, donc on a fini la partie d'introduction d'histoire externe et on passe maintenant à traiter rapidement quelques questions phonétiques et lexicales.